Avant sa naissance, le club a été... la ville, plus exactement, de Montauban a été une ville où on pratiquait le rugby avant que le club de l'USM, évidemment, ne naisse. Le club de l'USM, j'y reviendrai dans quelques instants, est né simplement en 1903. Mais auparavant, depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, les années 1880-1890, on jouait déjà au rugby à Montauban. Et qui est-ce qui pratiquait le rugby à Montauban? C'était deux milieux bien spécifiques. C'était d'abord le milieu universitaire, les étudiants, et particulièrement les étudiants qui fréquentaient la faculté de théologie protestante, qui était basée sur le quai Montmurat, à l'emplacement actuel de la maison de retraite protestante, donc juste avant d'aborder la rue Sainte-Claire. Les étudiants étudiaient là, bien sûr, ils faisaient leur cursus universitaire, et ils s'adonnaient au rugby. Et le deuxième milieu qui était très prisé par les amateurs de rugby de l'époque, le football rugby, comme on appelait à l'époque, jeu qui avait été inventé dès 1823 par William Webb Ellis dans le collège de rugby en Grande-Bretagne, en Angleterre, eh bien, c'était le milieu des militaires. Il ne faut pas oublier que le rugby est arrivé en France dans les années 1870. Et le premier club de rugby qui a été fondé, c'était le Havre Athletic Club, justement en 1870. Et de la Seine-Maritime, de Normandie, le rugby a suivi le cours de la Seine, a remonté la Seine pour aller bien sûr dans la capitale d'abord, où des clubs comme le Racing Club de France et le Stade Français sont nés à cette époque. Et que de là, le rugby s'est développé dans tout l'Hexagone et spécialement dans deux milieux partout, le milieu universitaire et le milieu militaire. À Montauban, que ce soit les militaires ou que ce soit les étudiants, ils pratiquaient le rugby dans le secteur de Lalande. Lalande, c'est le quartier nord de Montauban et près ce que l'on appelle aujourd'hui du pré Bénaïs. Voilà, ils s'adonnaient au rugby et donc là ont eu lieu à Montauban les premiers matchs de rugby entre étudiants et militaires, opposés bien sûr à des étudiants ou des militaires qui provenaient de la région. Le club de rugby en lui-même, notons d'abord tout de même qu'en 1901, il y avait la loi sur les associations. Et c'est de là qu'est partie justement la naissance de l'Union sportive montagnaise, créée 2 ans plus tard, en 1903. Les statuts ont été déposés en préfecture effectivement en juin 1903 et les couleurs à l'origine étaient le vert et le blanc. Le changement des couleurs est intervenu, alors 1903-1918, ça fait 15 ans exactement. Le club, d'abord, dans un premier temps, si on peut faire le récit de ce club de manière chronologique, est passé par un premier titre de champion des Pyrénées en mars 1909 face à Auch. Et surtout, le titre de champion de France de deuxième série, obtenu en avril, le 18 avril, si mes souvenirs sont bons, 1909, sur le terrain de Sapiac contre Toulon. L'Union sportive montagnaise décrochait son premier titre donc de champion de France de deuxième série, autrement dit, toute proportion gardée, toute comparaison gardée, c'était l'équivalent en gros de notre deuxième division professionnelle à l'heure actuelle. 1909, le club déjà, la gloire retentit sur ce club vert et blanc, mais arrive le grand conflit mondial de 1914-1918 qui voit le club évidemment être mis en sommeil et ses joueurs tout simplement aller combattre sur les fronts de l'Est, notamment les régions de Lorraine, la région de Lorraine et le Luxembourg et la Belgique. Et au terme de la guerre 1914-1918, c'était 56 sociétaires de l'Union sportive montagnaise qui étaient décorés, qui étaient tombés sur les champs de bataille. Et en souvenir, bien sûr, d'eux, le club est passé des couleurs vertes et blanches aux couleurs vertes et noires, le vert de l'espérance et le noir, bien sûr, du deuil, de la mort. Le rugby s'est développé dans principalement des villes moyennes, des villes où existait un brin d'industrie. Je citerai par exemple Quillan, qui est devenu champion de France, petite localité, petite ville exactement du département de l'Aude actuel, grâce à la chapellerie.
le bassin minier également de Carmaux, de Groyer, pour ne citer bien sûr que des clubs que des villes ou des clubs qui sont proches de nous. Il s'est développé donc un peu partout dans les villes moyennes, mais en suivant toujours l'axe des fleuves. Il s'est développé également dans des zones, principalement dans le sud de la France, plutôt que dans le nord. L'explication est difficile à donner. Le constat permet simplement de dire qu'il s'est développé dans des régions situées au sud de la Loire, d'une ligne partant de La Rochelle jusqu'à Clermont-Ferrand et au-delà jusqu'à la frontière suisse. J'ai vécu 1967 et pour moi, 1967 est un souvenir qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Il est bien évident qu'entre la fin de la guerre, 1914-1918, et 1967, le club s'est structuré. Le club est devenu un petit peu celui qu'il était. En 1965 est arrivé un grand entraîneur, c'est Guy Auger. Il venait de Decazeville, il avait pratiqué le rugby à 13. Étaient arrivés également de très bons joueurs. Donc, une école de rugby était née dans les années 60, avec mes éducateurs qui étaient à l'époque Édouard Tournou, René Richasse, plus tard Pierre Miquel. Et nous arrivons bien sûr à cette période, à cette année cruciale. Je noterai d'abord quelque chose d'important. 1967 est une année particulière, non seulement pour le club, mais encore et aussi surtout pour la ville, qui voit deux événements. 1967, c'est le centenaire de la mort de l'enfant le plus illustre de la ville, Jean-Auguste Dominique Ingres, né en 1780, mort en 1867. On fêtera tout au long de l'année 1967 la naissance d'Ingres, l'enfant le plus illustre, je répète, de la ville de Montauban. Et puis, on fêtera, alors, au plan collectif, on fêtera l'Union sportive montalbanaise, championne de France, le 28 mai 1967 à Bordeaux. Je vais dire d'abord que j'ai vécu cette journée comme des milliers de Montalbanais l'ont vécu, autrement dit dans la joie et dans la fierté. Ma joie, d'abord, à titre personnel, ça a été d'avoir à mes côtés, tout au long de la journée, Didier Blanc. Didier Blanc, grand ami, quelqu'un qui est dans mon cœur. Didier Blanc qui était le fils tout simplement de Louis Blanc. Il avait 13 ans à l'époque. Moi j'en avais 19 et demi, on va dire, quand j'ai été ou une vingtaine d'années quand j'ai été à Bordeaux le 28 mai 1967. Ce jour-là, 1967, 28 mai, il faut se rappeler quand même que la qualification de l'USM n'avait pas été acquise facilement. D'abord, au terme des poules qualificatives, le club était au 9e rang en France de l'élite, avec Dijon. Montauban avait terminé premier de sa poule avec Dijon et terminé, donc je viens de le dire, au 9e rang au plan national. La phase éliminatoire avait été très rude, très difficile. N'oublions pas que à Perpignan, en 16e de finale, nous avions rencontré Romans. Et c'était le drop libérateur d'Arnaud Marquet-Suza, qui n'avait jamais passé un drop de sa carrière. Lui qui jouait 3e ligne, et qui auparavant avait joué 3/4 centre. Le drop libérateur nous permet de l'emporter sur Romans par 9-8. Un exploit, premier exploit. Mais qui aurait osé dire que l'USM allait être champion de France quelques semaines plus tard? Personne. Pourquoi? Parce que le parcours a été semé d'embûches dans la phase éliminatoire. N'oublions pas, je rappellerai simplement qu'en 8e de finale, sur le terrain de Tarbes, Montauban l'avait emporté sur Quillan par 18-3. Que ça avait été extrêmement difficile à Grenoble, contre Brive, numéro 1 au niveau national, Brive. On l'emporte simplement par 3-0, une pénalité de Jandel, si mes souvenirs sont bons. Et en demi-finale, on avait affronté au Stadium toulousain les Rouges et Noirs de Groyer, le club rival numéro 1, majeur, le club majeur pour nous, qui rivalisait avec nous en Midi-Pyrénées, le club du président de la Fédération française de rugby, Marcel Batigne. Et puis est arrivé donc ce 28 mai 1967. Des milliers de voitures
se déplacent à Bordeaux, toutes bien sûr au paré des couleurs vertes et noires. Des dizaines de cars amènent également de leur côté les supporters, et nos supporters, mais supporters de leur ville, à Bordeaux. La Micheline, elle, des joueurs, part de la gare de Villebourbon à 8 h du matin. Et les joueurs qui rejoignent la capitale de l'Aquitaine vont manger à l'aéroport de Mérignac. Dans la bonne humeur. Une finale se présente l'après-midi, mais on est toujours dans la bonne humeur. Après tout, hein, c'est la cerise sur le gâteau que d'arriver à cette finale. On se décontracte. Louis Blanc et ses camarades sont là simplement pour disputer un match de rugby, je ne dirais pas quelconque, mais qui sort de l'ordinaire. Mais bon, un match de rugby. Au point que je me souviens de Claude Bédieu, qui était journaliste à France Inter à l'époque, interviewé Louis Blanc avant la rencontre, et Louis Blanc de dire tout simplement, le journaliste plus exactement, s'est étonné de l'aisance, de la facilité avec laquelle Montauban abordait ce match. Et Louis Blanc de répondre que tout simplement c'était un match ordinaire comme un autre. Le match, je le vis dans les tribunes avec Didier Blanc. Il est 15h25, les joueurs commencent à pénétrer sur le terrain. Il est 15h30. M. Pierre Lebec, l'arbitre du comité de Bimousin, donne le coup d'envoi. Et l'USM, immédiatement, pour autant que mes souvenirs ne me se perdent pas dans ma mémoire, entre dans le match. Et il me semble bien que la mi-temps avait été sifflée sur le score de 3-0 grâce à un essai de Bourgade. Donc déjà à la mi-temps, l'USM avait l'avantage au score. En seconde mi-temps, c'est le bonheur qui déferle sur le prêt. Les Verts et Noirs marquent 2 nouveaux essais. Le premier essai, je m'en souviens très bien, c'était un départ de Bourgade au ras de la mêlée qui sert Landios, qui va pointer. Le second essai, je ne l'ai plus en tête, mais c'est Landios également qui concrétise. Ça fait 9. La transformation de Jandel, ça fait 11. 11-3, l'USM devient championne de France pour la première fois. Et chose à souligner, la finale opposait 2 clubs qui n'avaient jamais été champions de France. C'était la première fois que la chose se produisait. Chose extraordinaire aussi, c'est la première fois que la télévision, et plus précisément le match, était retransmis en intégralité et en Eurovision dans l'Europe entière. C'était la première fois et dernière fois. Et je rappellerai bien sûr, pour terminer sur ce 28 mai, les réjouissances, on pourra en parler ensuite, je rappellerai quand même la formation de cette équipe, qui a été la gloire de Montauban, et qui depuis toujours est la gloire du rugby vert et noir. À l'arrière, il y avait Jandel, en 3/4, il y avait André Piazza, Jean-Pierre Malavel, Jean-Claude Sahuc et Jacques Landios. À l'ouverture, il y avait Jandel, à la mêlée, il y avait Moïse Morière, en 3e ligne, Jacques Delcros, Francis Bourgade, Arnaud Marquet-Suza, qui était pour la 3e fois, champion de France, après le Racing Club de France en 1959 et Lourdes dans les années 63. En seconde ligne, il y avait Gérard David et Gaston Carrier. En première ligne, il y avait Jean-Michel Cabagné au talonnage, qui était encadré par Bernard Cardeba et notre capitaine Louis Blanc. Les émotions de ce final, elles ont été multiples. D'abord, première émotion, c'est quand Louis Blanc, notre capitaine, entouré par une foule énorme, parce que dès la 80e minute, le peuple vert et noir a déferlé sur la pelouse. Mais Louis Blanc, lui, première émotion, je l'ai vu ensuite à la télévision, ça je ne l'ai pas vu en direct, Louis Blanc s'approche bien sûr du bouclier de Brennus que lui tend, pas n'importe qui, le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui est en même temps député bien sûr, mais surtout président de l'Assemblée nationale. Il y a à ses côtés 2 autres personnages importants. Il y a le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et il y a le président de la Fédération française de rugby, président depuis 1 an, depuis 1970, le gros yétois, Marcel Batigne. Que répond Louis Blanc lorsqu'il reçoit le bouquet de Brennus? Il dit tout simplement « Je ne le croyais pas si lourd ». Mais cette phrase est une phrase extrêmement importante, chargée d'émotion,
Pourquoi? Parce que en disant cette phrase, c'est vrai que physiquement, le bouclier était lourd à porter. Lourd, lourd. Mais il a été lourd surtout à porter pendant l'année, la saison suivante et les saisons suivantes, puisque malheureusement, la saison suivante, le parcours a été chaotique au point que nous avons été éliminés sur le terrain d'Agen par 30-0, un score cinglant que nous a infligé l'équipe des Rouges et Noirs de Narbonne. Voilà la première émotion. Les autres émotions, elles sont propres à tous les Montalbanais, tout simplement, qui sont heureux de vivre, dès leur retour dans la ville, un événement extrêmement important qui amène les champions de France un peu partout, évidemment, dans la ville. Dès que la Micheline arrive à 22h30 en gare de Villebourbon, les champions avenue de Mayenne et avenue Aristide-Briand sont portés par le peuple vert et noir vers l'hôtel de ville où monsieur Louis Delmas, le maire de Montauban, les reçoit autour d'un champagne que Louis Blanc avait lui-même rappelé être le champagne Jacquard. Voilà. Et puis, sortis de l'hôtel de ville, jusqu'à 2h, 3h du matin, nos verts et noirs sont portés en triomphe sous la Ligou et un peu partout. Une nuit bienfaisante de 3 ou 4 heures leur permettra de retrouver un peu de force, tandis que le lendemain, ils se retrouvent à l'hôtel des Trois Pigeons, à l'angle de l'avenue du 11e d'infanterie et de l'avenue Léon Cladel, où là encore, ils vont partir pour rejoindre Cassel-Sarrazin le 29 mai. Le lundi 29 mai, en fin de matinée, ils sont attendus à Cassel-Sarrazin. Pourquoi Cassel-Sarrazin? Parce que l'équipe de le CAC, le Cercle Athlétique Cassel-Sarrazinois, a été lui-même sacré champion de France quelque temps avant, de 2e division. Et c'est la première fois d'ailleurs, ça ne s'est jamais renouvelé, que dans un département, il y ait 2 clubs champions de France, l'un en première division et l'autre en 2e division. Ils sont reçus par le maire Alary, le président Robert Marre, et ils reviennent ensuite en début d'après-midi, le lundi. Ils sont reçus, les champions de France, par la Dépêche du Midi, avec à sa tête la présidente Evelyne Jean-Baillet, ici même, rue de la République, et ils seront reçus à nouveau en fin d'après-midi par le préfet Schmitt, qui avait pronostic, avec d'ailleurs les champions de France du CAC, également les rouges et blancs du CAC. Le préfet reçoit les verts et noirs et les rouges et blancs dans les salons de la préfecture en fin d'après-midi, le 29 mai, et le préfet qui avait prévu, 2 jours avant le 28 mai, que Montauban serait champion de France, le préfet Schmitt. Voilà pour mes émotions. L'impact du rugby sur la ville de Montauban a toujours été très important. On peut dire que les Montalbanais naissent avec un petit ballon de rugby dans leurs bras. Oui, c'est vrai, ce sport ovale a toujours eu la faveur des Montalbanais. Nous sommes dans une région, il faut le dire quand même, qui est par nature ouverte sur le rugby. Nous avons à côté, à 50 km, un club quand même qui, malheureusement, cette année ne s'est pas qualifié, mais qui depuis X années, depuis 40, 50 ans, se qualifie régulièrement, les Rouges et Noirs du Stade Toulousain. Et donc, nous sommes dans une région qui a toujours une affection, un amour pour le rugby. On dit bien Sapiac, mon amour. Sapiac, d'ailleurs, je dois dire, a toujours symbolisé l'âme de l'USM. Ce rugby peut-être est né, non seulement après la création du club en 1903, mais dans les années suivantes, dans les années 1906, 1907, dès lors que les premiers mécènes du rugby, André Bardin, un entrepreneur, et Jean-Marie Roffet, un briquetier, est construit de leurs propres mains, ce qui est aujourd'hui la cuvette de Sapiac. L'un a offert les briques, Roffet, l'autre a offert son savoir au niveau de la confection d'un stade. Et on peut dire que dès que la cuvette de Sapiac, aujourd'hui, le mot Sapiac étant connu sur le plan hexagonal, mais encore de manière tout à fait internationale, eh bien, après que la cuvette de Sapiac, cycliste à l'origine, ait permis les premiers matchs de rugby. Le stade de Sapiac a été inauguré en 1908 par le ministre des Affaires étrangères et sénateur de Tarn-et-Garonne, Jean-Marie de Selve.
Et il a connu aussi malheureusement ses mauvais moments, ses mauvais jours. N'oublions pas qu'en 1930, toutes les installations du Stade Saint-Pierre ont été détruites. Qu'en 1982, lors d'une crue très importante de 9 mètres, je crois, avait amené l'eau pratiquement au niveau de la barre transversale. Quand en 1995, le phénomène de crue s'est produit à nouveau et que dans les mêmes conditions, le terrain a été entièrement noyé. Mais cela n'a pas empêché les supporters vraiment de vivre leur rugby. Le vert et noir est ancré. Il est ancré dans le sang des Montalbanais. C'est ainsi. C'est ainsi. Je n'y puis rien, personne n'y peut rien. On aime le rugby pour ce qu'il représente, pour les passions et pour les joies qu'il nous donne. Tout simplement, les Montalbanais possèdent une âme rugby. Tout simplement. Je dirais que le club, d'abord, dans un premier temps, a fêté son cinquantenaire, d'après ce que je sais, d'après les archives, tout simplement invitant à Sapiac le club de Cambridge. C'était le cinquantenaire, c'était en 1953. 50 ans plus tard, c'était le centenaire. C'était en mai 2003. Et les festivités se sont poursuivies de mai 2003 jusqu'à septembre 2003. Avec Didier Blanc et notre regretté Pierre Blanc, ancien préfet de l'Ariège, du Lot-et-Garonne, joueur émérite des années 49-50, nous avons écrit un livre qui s'intitule d'abord 1903-2003, Union sportive montalbanaise, un siècle de rugby. Ce livre, nous avons mis plusieurs années à le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre de compilation. C'est un livre où nous avons cherché tous les renseignements pouvant nous être utiles dans les archives. Que ce soit les archives départementales avenue du 11e d'infanterie, ou que ce soit les archives municipales, notamment ma profession de conservateur à la bibliothèque a permis à Didier Blanc et à Pierre Blanc que je puisse les inviter pour venir faire leurs recherches également à la bibliothèque municipale. Au point que saison après saison, depuis 1903 jusqu'à 2003, nous avons écrit 100 chapitres correspondant chacun à une saison. Nous sommes partagés bien sûr le travail. Pierre Blanc faisant les années les plus anciennes du club, celles qui démarrent en 1903 pour s'achever dans les années 50. Didier Blanc faisant surtout à partir des années 50 jusqu'au titre 67 et même 70 les saisons suivantes. Et moi-même faisant tout simplement la période la plus récente du club vert et noir. Ce livre, c'est donc le fruit de notre travail. D'un travail, je le dirais modestement, mais je le soulignerai, d'un travail extrêmement important. Au point que le président de la Fédération française de rugby, Bernard Lapassé, est venu nous remettre, quelques années plus tard, en 2006, en janvier 2006, sous le chapiteau d'hommage de l'USM, en présence des plus hautes notabilités départementales, municipales et rugbystique, est venu nous remettre la médaille d'or de la Fédération française de rugby. Et je me souviendrai, nous nous souviendrons toujours, Didier Blanc, Pierre Blanc et tout le peuple qui peuplait ce jour-là le chapiteau d'hommage, des paroles extrêmement fortes qu'a employé le président Lapassé, nous disant tout simplement ses remerciements et nous ajoutons que ce livre de club, avait été le plus abouti d'un club en France. Nous sommes fiers, mais nous sommes heureux aussi d'avoir pu contribuer à écrire ce livre dont 42 500 € ont été fruits des produits, je ne manque à rapporter ce livre, 42 500 € ont été offerts aux équipes de jeunes de l'Union sportive montalbanaise. Sapiac a une notoriété non seulement, et je le disais tout à l'heure, non seulement hexagonale, mais encore mondiale. Sapiac, ce sont des générations de joueurs, de présidents qui ont fabriqué le club, qui ont fait le club. Étant correspondant départemental des milieux olympiques depuis 1978, ayant remplacé à l'époque notre regretté secrétaire général Maurice Audouy, qui assumait donc le poste,
je sais que Sapiac est un nom, est un mot connu de tous les amateurs de rugby, aussi bien dans notre France profonde que dans le monde. C'est effectivement une très bonne question et qui mérite toute notre attention. N'oublions pas que le rugby professionnel qui a été décrété par Bernard Lapassé en 1995, le 27 août 1995, que le rugby professionnel a empêché le rugby amateur de continuer à vivre. Bien au contraire. Et si les clubs sont aujourd'hui des clubs professionnels, c'est parce qu'il y a en leur sein une association qui est une association amateur qui peut gérer le secteur professionnel. Alors, pour parler de Montauban plus précisément, je disais donc 1995, le rugby devient professionnel, mais Montauban, l'USM, reste l'USM, club amateur. Elle dispute un championnat qui certes de 1995 à 1990 à 2001 est un championnat professionnel, mais le rugby n'est pas structuré à ce moment-là, à la toute fin du XXe siècle, comme il l'est aujourd'hui. Il faut attendre donc 2001 pour que, après le titre de champion de France deuxième division professionnelle obtenu sur le stade des Costières à Nîmes face à Toulon, score final 15-9, 5 pénalités de Benoît Albert, qui fait aujourd'hui, Benoît, une remarquable carrière d'arbitre, puisqu'il arbitre non seulement en deuxième division professionnelle, il arbitre non seulement en Fédéral 1, mais également en Pro D2. Eh bien, il faut attendre 2001, et cette victoire pour le titre de champion de France de deuxième division professionnelle, je rappelle aussi que c'était un vaillant Montalbanais, Sergueï Sergueïev, qui en était le capitaine. Il faut attendre mai 2001 pour voir enfin le club, notre club USM, se convertir au professionnalisme. C'est le président de l'époque, Jean-Louis Pixin, qui, en juin 2001, donc un mois après le titre de champion, dépose en préfecture les nouveaux statuts du club. Une association amateur, une association professionnelle, le tout prenant le titre de Union Sportive, gardant le titre de Union Sportive Montagnaise pour le club amateur et de MTG, autrement dit Montauban-Tarn-et-Garonne 15 pour le club professionnel. Je crois que c'était le 25 juin 2001. Bon, les statuts sont déposés et désormais, à partir du 25 juin 2001, le MTG 15 existe bel et bien. Alors ce MTG 15 verra bien sûr des hauts et des bas. Des hauts, par exemple, en 2006, dans la cuvette de Sapiac, bourré de 10 000 spectateurs, c'est le club de Biarritz, champion de France, quelques mois plus tôt, qui vient succomber. Ce sera le stade toulousain qui perdra, ce sera le stade français qui perdra, donc Perpignan qui perdra. Des grands clubs viennent dans la cuvette. Comme ils avaient été matés au temps amateur, ils sont désormais matés tout autant au plan professionnel. Voilà. Le MTG 15 fait son bonhomme de chemin. Pierre Belloc prend le relais de Jean-Louis Pixin à la présidence. En 2003, le club donc fête son centenaire. On parlait tout à l'heure de la cuvette de Sapiac, mais il ne faut pas oublier que en septembre 2003, lors de la célébration du titre, c'était une immense passe qui avait été faite dans la ville. Des milliers de Montalbanais avaient participé à cette passe. C'était le président Bernard Lapassé qui était le dernier relais dans le temple de Sapiac, dans la cuvette. Voilà. En 2003, donc, le club est toujours là. Et je crois que c'est dans les années 2004 ou 2005 qu'arrive là, vraiment, Patrick Bardot. Patrick Bardot, patron des établissements Leclerc à Montauban, qui va donner, vraiment, qui va donner un coup vraiment très favorable à cette implantation du rugby professionnel dans notre ville. Patrick Bardot qui fera énormément pour faire venir Xavier Pémécha, pour faire revenir Xavier Pémécha, pour faire venir des gens comme les deux Laurent, ceux du Racing Club 92 aujourd'hui, Laurent Labitte et Laurent Travers, qui jusqu'en 2010, de 2006 à 2010, entraîneront l'équipe professionnels qui donneront à ce Montauban, club professionnel, une autre envergure. Et depuis, il faut dire tout de même que même si Patrick Bardot partit,
c'est Raymond Barrière ayant pris le relais. Aujourd'hui, le club voit à sa tête Thierry Sousbank. Thierry Sousbank et Thierry Echen. Thierry Echen et Daniel Bory. Les deux premiers, Thierry Echen et Daniel Bory, s'occupant plus précisément du secteur professionnel et Thierry Sousbank s'occupant du club amateur. Il faut dire quand même que l'élan est donné, que l'Union sportive montagnaise, qui a repris son titre initial au plan professionnel, fait un parcours tout à fait honorable en deuxième division professionnelle, le Pro D2, au point qu'au jour d'aujourd'hui, avant d'affronter en cette fin de saison des équipes comme Dax, Colomiers et Oyonnax, nous sommes en bonne posture pour faire les barrages, dont le rugby vit toujours bel et bien dans cette belle cuvette verte et noire qu'est Sapiac. N'oublions pas aussi qu'il y a 3 ans, nous avions accueilli l'équipe de Lille en demi-finale devant 11 000 spectateurs. Oyonnax, le 7 mai prochain, sera une équipe que l'on accueillera dans les mêmes conditions. Et si on disputait les barrages, eh bien, il y aurait toujours la foule des verts et noirs qui peupleront, j'espère, le stade de Sapiac pour faire vivre au plus haut niveau du rugby professionnel et du rugby tout court nos couleurs. Les grands noms d'abord, ça a été de mécènes. Je les ai cités tout à l'heure, André Bardin et Jean-Marie Roffet, qui ont créé de toutes pièces, grâce à leur denier, ce qui est aujourd'hui la cuvette de Sapiac. Ça, ce sont de grands noms, deux grands noms. Ils n'ont rien à voir peut-être avec le rugby proprement dit, avec le maniement du ballon ovale. Il faut reconnaître ce qu'ils ont fait pour le club. Les grands noms sont toutes ces générations de Montalbanais qui, les grands noms sont d'abord les 15 champions de France 1967 qui ont donné le plus beau cadeau aux couleurs vertes et noires. Et puis, il y a quand même des noms emblématiques. Noms emblématiques, c'est le premier international de l'USM. C'est Robert Sorondo. Pardon, pas Robert, Michel Sorondo. Michel Sorondo, qui est arrivé de son Pays Basque natal dans les années 50, dans les années 50, qui a été international, donc je le disais, et qui a permis à l'USM incontestablement d'aller de l'avant. Les autres noms, les 2 champions de France, surtout j'en mettrai 2 en valeur, le capitaine Louis Blanc, Arnaud Marquet-Suza, le Bison, 3 fois champion de France dans 3 clubs différents, ça ne s'est jamais produit. Les autres, bien sûr, il y a la famille Blanc, il y a Sergueï Sergueïev, notre russe, notre soviétique. Quand il est arrivé en 90, encore l'Union soviétique existait. La Russie ensuite, bien sûr. Sergueï Sergueïev, captait des ballons en touche, qui était le respect même de ses adversaires. Tous les adversaires lui devaient respect. Et même les arbitres. En tant que correspondant olympique, je me trouve souvent dans la tribune de Sapiac avec des gens qui viennent voir ce que fait l'arbitre sur le champ, sur le pré, et on discute. Pour eux, pour combien m'ont dit parmi les arbitres qu'ils avaient pour respect entrant sur la pelouse et sachant que Sergueï Sergueïev était là le capitaine de l'USM, donc qui avait du respect pour lui. Voilà, ce sont des gens qui pour moi seront toujours dans mon esprit, dans mon souvenir de ces années unionistes que je fréquente maintenant depuis ma plus tendre jeunesse, depuis les années 50-60, les années 60. Voilà. Je ne veux pas trop en citer, parce que la liste serait longue. J'ai cité ceux de mon cœur, ceux qui sont dans mon cœur infiniment présents. À ces noms, bien sûr, qui sont des noms de joueurs, j'ajouterai un président qui a marqué le rugby sapiacin. Ce président, c'est André Garrigue. Non pas parce qu'en 1969, il a municipalisé le terrain de Sapiac, offrant pour l'euro symbolique Sapiac et tout son contexte au maire de l'époque, Louis Delmas. 1969, date donc de la convention entre le club et la ville qui lie désormais Sapiac à notre ville. Ce nom, c'est André Garrigue. Donc André Garrigue qui est arrivé de Baho, B-A-H-O, ce petit village du Roussillon, donc catalan de naissance, et ayant joué à l'USAP, de par son mariage
André Garrigue est venu habiter à Montauban et y exercer la profession de commerçant. Mais André Garrigue, au plan rugbystique, puis de président, a fait énormément pour le club. André Garrigue a été international B face aux Kiwis de Nouvelle-Zélande, face aux Australiens. André Garrigue a été celui qui a intégré la Fédération française de rugby au titre de trésorier adjoint. Mais plus important encore, il a conduit 2 tournées de l'équipe de France pour lesquelles il était directeur, l'une en Nouvelle-Zélande et l'autre en Australie. En 1967 et en 1968, l'USM venait d'être champion de France le 28 mai, qu'au début du mois de juillet, en 1967, il prenait l'avion avec l'équipe de France pour l'accompagner jusqu'à l'Afrique du Sud, avec Jacques Londios, avec Bernard Cardeba, avec notamment Jacques Londios et Bernard Cardeba. Voilà. Donc, André Garrigue a été un homme d'une envergure exceptionnelle, fort caractère, connaissant le rugby sur le bout des doigts, aimable, convivial, mais toujours sachant prendre les bonnes décisions. Voilà tel que je dépeindrai Jean-André Garrigue, un dirigeant vraiment emblématique de l'USM, président vraiment exceptionnel, qui a contribué non seulement à l'avenir, et au bel avenir des couleurs vertes et noires, mais encore qui a fait tant de choses pour le rugby français. Allez Sapiac, c'est notre enfant. Je suis l'enfant d'Allez Sapiac, parmi d'autres d'ailleurs. On a imaginé créer un journal qui devait s'appeler Allez Sapiac dans le quart, tout simplement, qui a mené en septembre, en septembre 1967 l'équipe première de l'USM à Mauléon. Pourquoi Mauléon? Tout simplement parce que c'était la patrie du bison d'Arnaud Marquet-Suza. 2 dirigeants emblématiques, André Garrigue et Maurice Audouin, ont pour la première fois évoqué dans le trajet l'idée de création d'un journal qui serait censé de mieux faire connaître l'Union sportive montalbanaise aux Montalbanais, puis évidemment à tous les amateurs de rugby. Le premier numéro d'Allez Sapiac paraissait quelques temps après, très peu de temps après, puisqu'il est daté le numéro est daté donc d'octobre 1967. Et le journal vit aujourd'hui encore, plus que jamais. Au départ, ce sont André Garrigue, Maurice Audouin et l'abbé Lucien Etienne, qui en a pris très rapidement la direction en tant que rédacteur en chef, qui ont contribué bien sûr à créer ce qui constitue la substantifique moelle de ces pages qui composent Allez Sapiac, autrement dit, le déroulement du parcours des différentes équipes, depuis l'équipe 1 jusqu'à l'école de rugby, les échos, des rappels historiques, des événements, etc., etc. Après Lucien Etienne, je suis venu là pour prendre le relais. C'était en 1986 et j'ai pris en charge Allez Sapiac pendant 24 ans jusqu'en 2010. Ensuite, j'ai passé le relais à Jean-Pierre Ramon-Basse, qui lui-même, il y a 2 ans, a passé le relais à 2 co-rédacteurs en chef d'Allez Sapiac, une femme pour la première fois, Anne-Marie Ambal, et un homme, José Marco. Allez Sapiac reflète vraiment ce qu'est aujourd'hui, plus que jamais, l'Union sportive montalbanaise. Autrement dit, un lien entre les acteurs, qu'ils soient joueurs sur le terrain ou qu'ils aient des responsabilités, et les supporters. Et puis tous les gens qui font le rugby. Allez Sapiac, c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour nos couleurs vertes et noires. C'est un peu finalement l'ornement du club, ce qui fait un petit peu sa notoriété. Beaucoup de clubs nous envient ils n'ont pas Allez Sapiac. Allez Sapiac est pratiquement le seul journal aujourd'hui dans un club qui depuis plus de 50 ans, en fait, plus de 50 ans et largement au-delà, ça fait 63 ans que l'USM a créé son journal. Beaucoup de clubs nous envient ce journal et c'est vrai qu'il est vraiment quelque chose de très important pour nous tous. Lucien Etienne,
C'était quelqu'un qui autrefois célébrait les vêpres dans son église ou sa cathédrale, mais qui très rapidement, à 15 heures le dimanche, lorsque les matchs n'avaient pas lieu en nocturne encore à Sapiac, descendait bien sûr pour le match dominical ou presque dominical. L'abbé Étienne était enseignant à l'Institut familial. Il enseignait les lettres classiques, il enseignait le français, le latin, le grec. C'est un homme ouvert à toutes les discussions, mais aussi à tous les sujets. C'est un homme extrêmement intelligent, très convivial, qui a permis à des générations d'élèves de se faire une place dans la vie. Il a mené d'ailleurs les élèves très souvent à Paris pour les matchs internationaux et il avait le rugby dans la peau. C'était pour lui aussi, comme c'est pour nous, son violon d'Ingres. L'abbé Étienne avait deux choses au plus profond de son âme, si je peux m'exprimer ainsi concernant un ecclésiastique. Il avait la religion qui est pour lui un sacerdoce, et l'autre sacerdoce, l'autre religion, c'est tout simplement le ballon ovale.